sends kisses to the moon. She promises she'll be back soon. So the sun rises till it's high noon. When the moon comes back, she knows a baby star is in her room. Nous sommes ici dans la carrière d'Angeac. C'est une carrière qui exploite les sables de l'ancienne rivière Charente qui coulait ici il y a environ 100 000 ans. On a pu délimiter cette zone qui fait environ 4 à 5 000 mètres carrés. Une zone riche en dinosaures. Angeac, c'est 150% de mon temps, quoi. Non seulement il y a la quantité, mais il y a la qualité. C'est quand même du 3 étoiles. Tout le monde aura trouvé son fossile à un moment ou à un autre. Il y a une partie de rêve qui est enterrée sous ces argiles. C'est l'amitié, la passion. Je suis heureux de voir pendant un mois tous ces jeunes qui sont là, qui viennent exprimer leur plaisir de passion de paléontologue apprenti. Il y a un côté très, camp de vacances quelque part. Moi j'aime bien ce côté à la fois travail et en même temps ça s'amuse. Quand il fait trop chaud, les gens vont se baigner, etc. C'est super agréable. Je me suis retrouvé moi aussi des années en arrière, pas 130 millions d'années en arrière, mais 40 ans en arrière, quand j'étais tout petit et que je voulais être chasseur de dinosaures, que je voulais aller parcourir le monde à la recherche d'os fossiles. C'est quelqu'un qui me surprend autant par ses qualités de dessinateur que de fouilleur. C'est bien agréable de voir quelqu'un qui nous croque comme ça en permanence. On est à Angeac-Charente, entre Cognac et Angoulême, et c'est le gisement, on va dire, phare en Europe sur cette période du Crétacé inférieur et des dinosaures que l'on découvre. Alors, ah ben là, oui, c'est... Aïe, 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 aïe. Oh là là là.
Aïe, 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 ouais, il faut que je fasse... Ah là, il faut que je fasse quelque chose. Ah, c'est génial. Et ça, c'est toi qui les as trouvés? Oui. Oh purée. T'es toujours dans les bons coups, hein? Ouais. Hop. Ah, c'est quand même... déjà pour un démarrage de fouille, c'est c'est énorme. Putain, c'est... Donc 2 tibias, ici on en a un autre. C'est un fémur. Non, c'est un fémur là, ouais. Là on a la côte. Sur le piédestal, Là. tout en côté. Donc là j'ai une petite côte de sauropode. Donc ça c'est un bel os, c'est un petit peu visuel, ça se voit pas mal. On va pouvoir montrer ça au public qui doit arriver demain. Après scientifiquement c'est pas très intéressant parce que ça ressemble à toutes les côtes de sauropodes, de tous les sauropodes du monde, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est une pièce qui est jolie, qui est visuelle. Et puis ça a été un plaisir de la découvrir et de la suivre, parce que le plaisir n'est pas que dans la description scientifique et dans la découverte, il est aussi dans le plaisir du geste, dans le plaisir de la découverte et de pouvoir suivre un os sur une grande distance. On touche au plaisir du scientifique quand on est sur la découverte et sur la fouille. Et je pense que c'est ce que tout le monde va chercher ici. Découvrir l'os au fur et à mesure, de le voir évoluer, de réfléchir, dire qu'est-ce que c'est, et au final, au bout d'un moment, plus on voit la forme apparaître, on comprend ce que c'est, et là, c'est assez plaisant. Il y a des moments où on trouve effectivement beaucoup, des moments où on ne trouve rien, mais et les pièces sont toutes différentes. Bon, là, on a un gros os. L'autre jour, on a trouvé des petits tibias, où on trouve parfois une petite dent. Toutes les pièces font passer quelque chose, quoi. Voilà, l'instant, au moment où on le voit, où on le trouve, il y a un flash, et après, je passe à la pièce suivante. Tous les ans, c'est comme toutes les fouilles, il y a des surprises. On a beau essayer d'imaginer ce qu'on va trouver, il y a des choses inattendues. On est un site unique sur la quantité d'ossements de dinosaures découverts. On est à plus de 4500 pièces et on a aussi de la qualité et de la diversité. Un jour, en 2010, les carriers qui n'exploitent que la bande de sable correspondant aux alluvions anciennes de la Charente ont raclé le fond de ces alluvions, ont touché la couche géologique sous-jacente qui est une argile grise. Et cette argile grise contenait un des plus grands sites paléontologiques à dinosaures d'Europe. Mon pelleteur a trouvé sur un tas de cailloux, comme ici, a trouvé une pierre qui n'était pas les pierres habituelles qu'on trouve. Donc il m'a interpellé, je suis allé voir Jean-François et je lui ai montré un énorme disque en calcaire. Et il m'a dit ça doit être du dinosaure. Et effectivement, c'était du dinosaure. Surprise totale parce que les sites à dinosaures dans l'ouest de la France sont extrêmement rares. Et il était vraiment très surprenant que l'on ait ici un site à dinosaures. Et effectivement, dès que l'on a fait des sondages plus précis, on s'est aperçu qu'il y avait une abondance d'ossements. Avec la pelle, la grosse pelle que vous voyez derrière, on a sorti des os. Et les os, donc c'était des vertèbres. Et la grande aventure du dinosaure d'Angeac a commencé à ce moment-là. Alors évidemment, la carrière ne ressemblait pas à ça lorsqu'on est arrivé. Vous savez, nous sommes ici dans ce qu'on appelle une nappe phréatique, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Et ce que l'on voyait dans la carrière, c'est simplement des étangs. Et on ne savait pas ce qu'il y avait au fond de ces étangs. La pelle mécanique raclait le fond de l'étang et remontait des ossements. Donc il a fallu vider ces étangs avec des pompes pour voir ce qu'il y avait dessous. Et dessous, c'était bien sûr ce fameux site à dinosaures. Et c'est de là qu'est parti le projet de faire des fouilles systématiques de ces niveaux à dinosaures si riches et si précieux. Quand je suis arrivé, c'était blindé de dinosaures à tous les étages, donc on s'est dit ça vaut le coup de rester. Il y a des choses qui sont assez impressionnantes dans le site, qui sont en fait les grands arbres, dont le plus grand qu'on ait trouvé fait à peu près 10 mètres de long. Mais on va trouver dans les toutes petites choses des morceaux de tiges, des feuilles qui peuvent appartenir soit à des conifères, soit à des fougères.
Et donc on va travailler justement à essayer de savoir quelles sont les espèces qui étaient présentes ici. On est sur déjà à peu près 25 espèces de vertébrés différents, donc en incluant des poissons, des petits reptiles type lézards, des amphibiens, des grands dinosaures, peut-être de l'oiseau, des reptiles volants, des ptérosaures et des mammifères. I know a girl, she's the best. I like to watch her get undressed. C'est une histoire d'amitié. Pierre, dit Mazan, est passionné de paléontologie. Et bien sûr, dès que l'on a découvert ce site, on l'a invité à passer sur le site. Et Pierre, il se dépasse jamais les mains dans les poches, mais il a toujours son carnet. Et tout de suite, dès le début, il a commencé à faire des dessins aquarellés. Et il est rentré tout de suite dans le projet. J'ai pris mon carnet de croquis, j'ai commencé à dessiner ce que c'était qu'un chantier de fouilles et ce qu'on commençait à découvrir. Donc il y avait des petits os, des choses comme ça. Et on est tombé sur le grand fémur de sauropode qui se trouve être le plus gros fémur du monde, qui fait un peu plus de 2,20 m. Quand même, c'est gigantesque. L'animal devait faire dans les 35-40 mètres. Scientifiquement, c'était déjà très bien puisqu'on avait vraiment déjà plein d'os et plein de choses partout. Et du point de vue médiatique et visuel, on avait ce grand os de dinosaure qui est toujours l'un des plus grands du monde. Et donc ça a été facile de monter un projet. Le fémur découvert lors des premières fouilles en 2010 est la pièce emblématique d'Anjac. Probablement parce que c'est le fémur d'une des plus grandes espèces de dinosaures qui n'a jamais vécu sur Terre. Et c'est quelque chose qui a été tout de suite tout à fait étonnante et importante. Ce n'est peut-être pas forcément la pièce qui va le plus apporter scientifiquement, mais c'est vrai que c'est tellement extraordinaire de trouver des os de cette dimension que tout de suite ça marque et les scientifiques et le grand public. Ce projet des fouilles d'Anjac est d'abord un projet scientifique. Et la première étape de ce projet scientifique, c'est d'abord de faire des fouilles, extraire du terrain toutes les informations, et notamment les os de dinosaures. Donc une équipe s'est constituée, et un mois par an, 6 semaines, eh bien, nous allons réaliser des fouilles dans ces niveaux à dinosaures. Le site d'Anjac, c'est... Depuis là-bas au fond jusqu'à là-bas au fond, c'est énorme. C'est un des plus grands gisements paléontologiques d'Europe. Donc ce qu'on appelle aussi un bone bed. C'est là où se sont accumulés énormément d'os fossiles de dinosaures. Et là-bas au fond, c'est là où on a trouvé le grand fémur, le très grand fémur de sauropode qui fait donc 2,23 m maintenant qu'on l'a bien mesuré et qui c'est donc le plus grand fémur du monde. Voilà. On a aussi dans un autre bassin juste à côté un arbre de 10 mètres, un tronc de 10 mètres, plus d'autres qui se sont enchevêtrés, qu'on laisse encore là-bas sous l'eau pour pas qu'ils se délitent au soleil. Ensuite, là devant, on a maintenant de nouvelles structures qui ont été construites pour fouiller cette année. Mais tout cet endroit-là n'existait pas l'année dernière. Cette partie au milieu, là, a donc été complètement enlevée pour pouvoir agrandir notre terrain et puis pour trouver encore d'autres ossements. On a aussi toujours la possibilité, c'est ce que je dis aux fouilleurs, de trouver quelque chose de différent en endroit, un dinosaure qu'on n'a pas trouvé. Peut-être qu'à un moment, on va tomber sur un milieu un peu différent d'un point de vue de la sédimentologie et on va trouver un squelette articulé, ce qu'on n'a pas pour l'instant. On a plein d'os, mais aucun os articulé. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait trouver. Ce qui me plaît dans ce site, c'est qu'on a à peine 100 mètres et on a des environnements de dépôt déjà qui sont assez différents. Et chaque année, on a des surprises. Qu'on bouge tous les ans. On se déplace. Donc au fur et à mesure qu'on fouille, on fouille à côté, quoi. C'est vrai que ça a beaucoup changé, surtout que cette année, on a vraiment, on s'est amusé à ouvrir les deux sites de base. C'est d'ailleurs celui
ce qu'on appelle le terrain rodé et puis le terrain du conseil général. Et donc on a fait sauter le grand talus qui était au milieu. Donc on a mis plusieurs équipes maintenant. Autrefois il n'y avait que 2 équipes, une équipe rodée, une équipe conseil général. Et là donc on a mis deux nouvelles équipes au milieu. Ce qui va nous permettre d'étendre un peu la surface de fouille et de trouver de nouveaux os. Ce qui me plaît, c'est difficile à expliquer, mais c'est la recherche, toujours vouloir trouver quelque chose en permanence, quoi. Il faut que j'aille voir, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été comme ça. Pour moi, vraiment, être ici, c'est une chance. Parce que c'est le métier que je voulais faire quand j'étais tout petit, quand j'avais donc 5 ans, et c'est ce qui m'a amené au dessin, puisque je dessinais des dinosaures, et c'est ce qui m'a fait venir donc à faire des croquis, à dessiner, à reconstituer, et à vouloir créer des histoires et des récits. Et maintenant, à l'inverse, le fait d'être ici, ça me permet de vivre mon rêve d'enfant, et grâce au dessin, je suis venu à la paléontologie. C'est ça la paléontologie, c'est retrouver un petit peu des gestes de gamin, le plaisir d'essayer de trouver un trésor. Je fais 50% de temps normalement de dessin et 50% de fouille. Pour moi, c'est vraiment important de fouiller parce que c'est déstressant. c'est aussi le plaisir d'essayer peut-être de découvrir quelque chose, mais même si on ne découvre rien, avoir les mains dans la glaise, se retrouver dans le bac à sable comme quand j'avais 5 ans, c'est très bien. Promise me you'll always stay. Promise me upon your life. Let's mix blood with this knife. Yes, I love this country. Ah bah tu vois, ça c'est bien ce qui me semblait. Ça, tout à l'heure j'hésitais entre métapode et fibula, et maintenant que c'est lavé, bah, je sais que c'est fibula. En fait, je sais que c'est fibula parce que la fibula, il y a un endroit où l'ornementation elle tourne comme ça là. Et c'est justement cet endroit-là où elle est cassée. Là. Les morceaux, les fragments, les esquilles, on les traite ici tout de suite, sur le terrain. D'un point de vue paléontologique, ils sont pas assez pertinents, mais on les garde d'une part parce qu'ils ont un intérêt pour la taphonomie générale du site, mais aussi on les lave tout de suite sur le terrain, au jour le jour, pour contrôler qu'on perd rien. Il y a certaines choses qu'on ne numérote pas, mais qu'on regroupe, comme par exemple les fragments de tortue, comme ça, les dents de crocodile, qui ne sont pas numérotées mais qui sont rangées. Donc le tri se fait après le lavage. Là ici, on lave les choses les plus simples. Je ressors toujours plusieurs centaines de morceaux qui s'avèrent être plus pertinents qu'on pensait sur le terrain. Ça fait des centaines et des centaines de croquis faits sur place, de reconstitution aussi, parce que c'est ça qui est intéressant pour les paléontologues, c'est que vu qu'ils n'ont pas de photos de l'époque, moi je peux reconstruire, redessiner ce que eux trouvent. C'est assez incroyable de voir qu'on lui met 3-4 trucs à la suite l'un de l'autre et puis il va les dessiner. Et il va les dessiner avec tous les détails qui nous intéressent. Donc après, il n'y a pas la précision du dessin scientifique, dans le sens où l'os, il y aura des petites erreurs de proportion, mais toute l'information scientifique, en termes d'anatomie, en termes du détail qui va être présent ou pas, est sur l'os. Les paléontologues, eux, ont besoin d'avoir des reconstitutions. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup en 3D, mais ce côté carnet de fouilles, carnet de croquis, un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme Darwin faisait quand il est parti au Galapagos. Je perpétue un petit peu cette tradition, et puis je fais ça bénévolement. Petit à petit, on avance, et puis lui aussi, il progresse, puisque là, on commence à être de plus en plus dans le dessin scientifique. Je suis sollicité maintenant par d'autres paléontologues. Sans être incontournable, voilà, je suis de plus en plus utilisé par le milieu scientifique, c'est tant mieux.
un ornithomimosaure et ce qu'on appelle vulgairement un dinosaure autruche. Ornithomimosaure, en fait, ça vient de saurus, le lézard, mimo qui mime, ornitho, les oiseaux. Donc le lézard qui mime les oiseaux. Mimo est un héros de bande dessinée parce que c'est, on va dire, la vedette de ce site. C'est vraiment l'espèce nouvelle qui a été découverte et c'est, à mon avis, l'espèce emblématique dans Jacques Charente. Mimo, pour moi, en plus, c'est un personnage rigolo avec des plumes, puisqu'on pense que les ornithomimosaures avaient des plumes. Et c'est un grand coureur. Ça devait être un de ces animaux les plus rapides qui devait exister à l'époque. Donc voilà, c'est un personnage plutôt sympathique, débonnaire, gentil, espiègle. Les ornithomimosaures, le meilleur moyen de les décrire, c'est le nom de dinosaure autruche. Ça a vraiment la tête d'une autruche. C'est un peu plus grand qu'une autruche quand même, puisque notre ornithomimosaure ici à Angeac doit avoir une hauteur de hanche qui fait à peu près 1,60 m. Donc ça fait quand même une très très grosse autruche. On a un squelette virtuellement complet, donc on sait que c'est une nouvelle espèce, on sait qu'il est très différent des autres ornithomimosaures connus ailleurs à la même époque ou plus récemment. Ça sera sans doute le premier dinosaure qui va être étudié, puisqu'on a quasiment tous les éléments et on peut déjà reconstituer en 3D à partir des pièces des différents squelettes, des différents individus, puisqu'on a 38 individus, on peut reconstituer un squelette complet. Les os de Mimo, on a tout, sauf les mains. Ouais, sauf les phalanges et les métacarpes. Ouais. Voilà. Là, ça commence à devenir un peu inquiétant parce que... Il nous manque ça. Sur presque 40 individus, on a trouvé quand même beaucoup d'ossements, mais pas ceux-là. Donc là, ça devient un peu bizarre. Donc est-ce que j'ai dessiné avec des mains et que je n'aurais pas dû? À mon avis, oui, tu n'aurais pas dû. Notre but, c'est de prouver les choses. Donc pour prouver qu'il n'a pas de main, il faudrait qu'on trouve un bras complet, articulé, qui se termine par un espèce de moignon ou par une espèce de masse cartilagineuse. Donc voilà. Donc pour l'instant, il a des mains, mais peut-être que dans quelques temps, on va faire gommer les mains à Pierre. Un mimo sans main, ça me paraît bizarre. Il peut pas se gratter, il peut pas pointer du doigt, il y a plein de choses qu'il peut pas faire. En bande dessinée, il faut quand même des mains. Même Mickey, il a des mains, il a 4 doigts. Ça devient quand même l'hypothèse préférentielle parce que sur plus de 1700-1800 spécimens récoltés, si vraiment il avait eu des mains ou s'il y avait eu des os ossifiés au niveau du poignet, on les aurait retrouvés depuis le temps. Ah, ça ferait une pintade. J'aurais pu dessiner une pintade. Niveau la pintade. C'est un peu moins sexy. Ouais. Pour se gratter, c'est plus difficile. Ça, c'est la Gigapopis, ouais. Ouais, je vois. Le problème, c'est que je comprends pas où est la symétrie. On pose des hypothèses très rapidement. Au début, on en pose tellement, et puis on pose n'importe quoi. Enfin, de temps en temps, on part dans des petits délires. On a eu des conversations assez irrationnelles à certains moments. Mais on a posé des hypothèses, et il y a des hypothèses qu'on a posées très tôt, qu'on n'a pas réfutées. C'est une démarche scientifique. Tant que l'hypothèse dure, tant qu'on n'a rien trouvé de mieux, l'hypothèse est conservée. On en a plusieurs hypothèses pour l'instant là. On n'a aucune certitude. Il faut prendre chaque composant de l'écosystème indépendamment, retracer l'histoire de chacun et voir si l'histoire de tous réunis arrive à faire une grande histoire. C'est une grande enquête policière. En découvrant ici, il y a non seulement des os fossiles, mais il y a aussi des petites pommes de pin, des petites fougères, des choses comme ça que l'on trouve. Donc on sait ce qu'ils mangeaient, ce qui était dans leur environnement. Il faut bien comprendre que tous les organismes, que ce soit des plantes ou des animaux qu'on va trouver ici, chacun a une vie propre, chacun a une histoire qui lui est propre. Donc les ornithomimosaures, leur histoire, a priori, ils se sont retrouvés piégés ici. Un troupeau est mort ici en masse, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas ils se sont retrouvés ici et ils se sont fossilisés tous ici, après être décomposés dans une espèce de bouillon de culture pendant quelques temps. Nos grands sauropodes sont là mais n'ont pas la même histoire, ils ne sont pas arrivés au même moment, on en a beaucoup moins. Les os sont gigantesques mais ils sont cassés, ils sont usés, ils sont abrasés, donc on sait qu'ils ont sans doute voyagé avant de se déposer ici. Les crocodiles et les dinosaures carnivores,
on ne retrouve que des dents. Donc on sait qu'ils vivaient ici, qu'ils se sont nourris dans le coin, mais ils ne sont pas morts ici, puisqu'on ne retrouve que les dents qu'ils perdaient au moment de la prise de nourriture, mais ne se sont pas gardés. Après, il y a tout un tas d'autres animaux, il y a d'autres choses sur lesquelles on n'a pas assez d'éléments vraiment pour les faire rentrer dans le grand puzzle. Donc on travaille d'abord sur ce qu'on a le plus, la plus grande quantité. Donc les ornithomimosaures, les sauropodes, certaines tortues, on peut commencer à avoir une démarche assez intéressante et on peut les tester nos démarches. Parce que si ce que vous faites n'est pas testable, vous sortez d'un cadre scientifique et là vous rentrez dans la science-fiction. Bon les gars, cette fois-ci, je vous prends. Had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. Mon compère Mazan est passionné par les bestioles qu'on retrouve sur le site et il aime beaucoup les reconstituer, dessiner les os, etc. Alors là, c'est pas vraiment mon truc. J'aime beaucoup trouver quelque chose, mais par contre, je suis plus intéressée par l'aspect humain des fouilles, par tous ces gens qui se retrouvent pendant un mois, la façon qu'ils ont de se tenir, les gestes très particuliers. J'aime retranscrire ça en fait. Et finalement, à travers ça, je crois que sur 2-3 ans, comme je viens de le faire, ça finit par donner un autre historique du site. Mazan, il retranscrit vraiment toutes les trouvailles au fur et à mesure du temps. Moi, ça va être presque à l'arrière-plan. Derrière les fouilleurs, on voit comment le site change. On voit aussi les personnes qui viennent, qui reviennent, d'autres peut-être qui arrivent, etc. Donc moi, je trouve ça passionnant, ce côté humain. Au tout début, je m'intéressais à certaines positions. Et puis petit à petit, comme j'ai voulu rendre ça plus narratif, il a fallu que je parle des découvertes, et du temps qui passe, etc. J'arrive, je vais trouver un dessin à faire qui est symptomatique. Je vais le dessiner in situ sur le bord du chantier au crayon à papier. Ensuite, je vais ancrer directement sur le site, mais à une table, parce que là, pour le coup, le terrain, c'est peut-être un petit peu instable, il y a un petit peu trop de vent, c'est pas agréable avec le petit pot d'encre. Et je vais attendre d'être chez moi à la maison, souvent pour finir la mise en couleur. Je vais commencer la mise en couleur ici, histoire d'avoir les bonnes couleurs, et ensuite, tout le reste, je le fais à la maison pour le finaliser, parce qu'ici, c'est quand même pas non plus un atelier de dessin. Chandelier moon, dead night, thinking if we... Je ne sais pas ce que je vais faire de mes dessins. Au départ, c'est pour moi. C'était pour le plaisir de dessiner ces corps humains. Sans contexte, c'était la première fois que j'avais une documentation inédite, voir les corps humains en situation, en train de creuser, etc. Je me disais, tiens, je vais me faire une banque d'images pour moi, pour si j'en ai besoin pour mes planches de bande dessinée, etc. Et puis, au vu du résultat, j'aimerais bien en fait en faire quelque chose. Un documentaire dessiné, ça serait génial. Le vent fait bouger les bâches. Après, je sais même plus ce que je dois choisir. Bâche en haut, bâche en bas. Ça souffle. Le but du jeu chaque année, quand même, c'est de faire au moins un croquis de l'état des lieux, puisque les fouilles changent. Chaque année, c'est différent. On ne creuse pas au même endroit. On ne trouve pas les mêmes choses toujours. C'est intéressant comme ça de voir un peu l'évolution d'un site au fur et à mesure du temps. Avec mes petits doigts, je peux faire plein de choses différentes, plein de photos différentes dans ma tête et les retranscrire. Alors, ce qui est bien par rapport à une photo, c'est que le dessin, il peut être justement, on peut mettre plein de choses en même temps. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui passe avec une brouette, je peux le croquer ou l'avoir de mémoire avec sa brouette.
avec une photo, je vais prendre une photo, si ça se trouve il n'était pas là avec sa brouette, et puis je vais en avoir un autre qui va découvrir quelque chose en même temps, je peux le mettre dans la même image, dans la même séquence. Ça, c'est ce que le dessin peut faire. Sur les premières années, je dessinais vraiment tous les jours, plein de croquis, et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai pris de plus en plus aussi mon appareil photo, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, que le problème c'est qu'un dessin prend énormément de temps. Donc je peux faire un dessin sur un endroit, puis tout d'un coup on va me dire vertèbre de stégosaure, et puis moi je vais arrêter mon dessin, je vais aller là-bas, et puis je vais me dire il faudrait que je dessine aussi cette vertèbre de stégosaure, et puis après on va me dire oui là-bas on vient de trouver une dent de théropode gigantesque. Bon alors il va falloir que j'aille de l'autre côté. Bon si j'ai pas d'appareil photo, c'est plus compliqué quoi. En fait, ce que je dessine, c'est des tas de cailloux, ça manque de dinosaures. Je devrais me rajouter un énorme sauropode qui écrase tout ça. Il fait un énorme trou. And with you, I can be myself again. It feels like a brand new life. And time stopped when you reached out and held my hand. Toute la médiatisation qui est faite autour du site, c'est des dessins qui viennent de Pierre, que ce soit les premières pancartes, les premières années qu'on a mis à l'entrée du site, que ce soit Mimo qui a été très largement diffusé. Pour les expositions, toutes les reconstitutions, pour l'instant, ça reste des reconstitutions que Pierre fait. C'est toujours difficile de vulgariser et le dessin permet justement de pallier à cette difficulté et de rendre vivant à la fois le site et les fouilles et après les animaux, parce que quand vous dites aux gens on a trouvé une côte de sauropode, bon une côte ça va, les gens savent ce que c'est, mais si on dit on a trouvé une furculade Mimo, c'est pas évident. Avec un dessin autour, on peut expliquer aux gens, on peut rendre intelligible un discours qui est parfois abscon. C'est pas un simple illustrateur dans le projet, c'est quelqu'un qui est au cœur du projet, c'est un des moteurs du projet, où il a aussi une activité de dessin scientifique, mais également c'est lui qui va nous permettre de communiquer facilement au public toutes ces découvertes, et puis également le quotidien des recherches, aussi bien pendant l'été que durant toute l'année, où il se passe toujours quelque chose autour de ces ossements de dinosaures. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce site-là, c'est un site qui est aussi pour les touristes. C'est-à-dire qu'il y a des visites qui sont faites. Pendant que les gens fouillent, les visiteurs sont ici et se font expliquer un petit peu ce qu'est ce site, ce qu'il était il y a 130 millions d'années. Et mes dessins sont utilisés pour faire des grands panneaux, pour qu'on puisse expliquer aux gens ce que l'on trouve ici, quels sont les dinosaures. Voilà. Donc ça permet d'avoir une bonne explication. Et puis les reconstitutions de ce site, voilà, les gens quand ils viennent ici, ils voient des fouilleurs en train de travailler dans de l'argile, ils n'imaginent pas que c'était ici un marécage, un bayou, il y a donc 130 millions d'années. Moi par contre je l'ai dessiné. Une des caractéristiques de ce projet, c'est d'être un projet qui se veut complet. D'abord un projet scientifique de haut niveau, et là on fait appel aux meilleurs scientifiques français. Et puis la seconde et la troisième facette de ce projet, c'est d'abord la conservation de ce patrimoine. C'est une grande partie le travail du musée, et puis la valorisation de ce patrimoine, c'est-à-dire communiquer à un vaste public ce que l'on fait ici, ce que l'on trouve. C'est très vaste, c'est les activités pédagogiques, c'est les chantiers écoles, c'est ce que l'on fait avec les classes de la région, c'est également des expositions, ce sont des conférences, ce sont des bandes dessinées avec Pierre. Toute une série de facettes qui permet au public de participer. C'est gratuit. Les groupes de visiteurs sont guidés par des étudiants qui sont formés à ces visites. L'année dernière, en 20 jours, on a accueilli environ 2500 personnes. Mister Mazan. Bonjour. 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 Vous allez bien? Oui. Tu veux fouiller? Je vais fouiller, oui. Je vais me mettre à côté de Catherine, dans mon petit coin. C'est quoi? Ils ont trouvé une dent. Elle est recourbée quand même pour une dent de gogno. Denticule sur le côté.
Ah non, c'est une théropode, ah oui, mais c'est ça. Un théropode, on va dire que le grand T-Rex était un théropode. En fait, c'est un dinosaure bipède, carnivore, la plupart du temps, sauf certains ornithomimosaures dont on n'est pas sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le côté de la dent est dentelé. Il y a des petites denticules. C'est comme ça que ça nous permet de savoir si c'est une dent de théropode carnivore ou pas. Et ben ça, je sais ce que c'est. Tu vois ? Fais gaffe, il y a des petits bouts qui se baladent. Mais c'est un tronçon, le diaphyse. Mais moi, je prends, ça me suffit. Je sais ce que c'est. C'est un os long ou pas, non ? Ouais. C'est un os long. Non, alors laquelle ? Je te laisse cogiter ou je te le dis ? C'est pas tibia déjà. Hein ? Fibula, non ? Non. Je pense que c'est un Métapode 3, un MT3. Ah oui, là oui. Dans ce cas-là, ouais. Parce que c'est le profil qui me fait dire ça. Il est plat sur le... Il est plat devant. Je m'appuie sur ce que me donnent les paléontologues. C'est des bouquins énormes, on est vraiment habitables pour le commun des mortels. Voilà, c'est des annuaires téléphoniques, à part que dedans, c'est l'explication de quel est cet os, pourquoi on l'a trouvé, comment on l'a trouvé, à quelle espèce ça correspond, et voilà, donc j'ai plein de choses sur l'évolution. Ça fait 5 ans que je lis des milliers de pages sur la paléontologie, donc maintenant, même si je suis loin d'être un paléontologue, j'en ai ni les diplômes ni les vraies capacités, je peux faire une animation sans aucun problème jusqu'au lycée, parce que je suis quelqu'un qui dessine mais qui fouille aussi. Je vais aller voir ce qui se passe du côté de la tente labo. Alors ici c'est la tente labo, c'est le labo de campagne, on va dire. Voilà. Donc chaque année les ossements qui sont découverts remontent à la préparation ici pour pouvoir être, on va dire, remontés ou moulés suivant les pièces que l'on trouve. Donc là on a le moulage, le tirage de la tortue de l'année dernière qui est donc en finition. On a ici l'original. On va faire attention parce que c'est très fragile vu que celle-là on est vraiment sur le vrai. Et donc là c'est la partie qui a été moulée. Et il va falloir qu'elle ressemble au niveau teinte, voilà, et puis détail, finition, pour pouvoir être exposé au musée ou dans d'autres musées, même partir dans d'autres pays des fois pour pouvoir être étudié. C'est un plastron qui appartient à la famille donc, des Pleurosternidae. Donc c'est une famille de tortues qui, on va dire, qui a vécu du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. Ce sont des tortues d'eau douce et donc qui ont disparu aujourd'hui. C'est des familles de tortues assez primitives. Donc celle-ci pour l'instant on ne sait pas encore exactement à quelle espèce elle appartient, c'est ce qu'on va étudier dans l'année à venir. Elle se rapproche en fait de formes qu'on a déjà en Angleterre. Ce qu'on a en Angleterre, notamment le matériel est très aplati et là on a l'avantage que ce soit le plastron, même la dossière qui est quand même un petit peu écrasée, on peut quand même avoir quelque chose d'intéressant à étudier. On peut presque reconstituer la forme qu'avait la tortue de son vivant. Et le spécimen est quasiment complet, il nous manque juste quelques plaques à cet endroit-là. J'aime bien un petit peu voir les os quand ils sont vraiment préparés et finis, quoi. Donc, puis c'est toujours sympa même de voir les reconstitutions, les moulages. Puis c'est super intéressant de voir aussi le travail au micro-reste. C'est dans ce genre de petites barquettes qu'on peut trouver des dents extraordinaires de mammifères. Ça c'est vraiment le must. Surfing monkey on the stickers on my wall, like John Aladdin basket written on a telephone pole. I can still smell. On prend du sédiment, on va le laisser sécher sur des bâches au soleil pour que l'eau s'en aille bien du sédiment. Lorsqu'on met ce sédiment dans ces seaux avec de l'eau, à ce moment-là, l'argile va se gonfler d'eau
Et ça va permettre en fait d'obtenir quelque chose qui va tout doucement en fait devenir une boue. Cette boue, on va la reprendre dans des colonnes de tamis. Donc ici on a un tamis avec une maille, une grande maille d'à peu près 1 centimètre. Donc il y a 2 tamis qui sont posés là et en fait on va laver à grand eau avec un tuyau pour filtrer cette boue. Pour récupérer ce qu'il y a dedans, qui peut être soit des morceaux de vertébrés, soit des morceaux de plantes. Je suis spécialisé dans les plantes justement du Crétacé. Et dans cette localité ici, en fait, je vais récupérer, séparer les plantes, justement en repassant dans les tamis. Ce qui permet en fait de séparer tout ce qui est plante de ce qui est petits cailloux ou reste de vertébrés. Donc pour autant c'est pas jeté. La deuxième fraction, donc elle est confiée à d'autres personnes qui vont trier ce matériel-là. Alors les micro-restes, comme leur nom l'indique, ce sont des restes de très petite taille, en général entre quelques dixièmes de millimètres et 2-3 millimètres de diamètre ou de longueur. Donc ce sont des restes que l'on obtient après lavage, tamisage de niveaux lenticulaires très concentrés en fossiles. Et donc quand on passe au tamis ces niveaux, on récupère un gravier, un sable que l'on passe ensuite à la loupe binoculaire et au pinceau ou à l'aiguille, petit à petit en triant, on isole ces petits restes et on a donc une diversité très très élevée puisque tous les animaux de petite taille, on va dire, ont laissé avec leur squelette et leur mâchoire un nombre énorme de petits ossements et de petites dents. Toute la faune associée qui est invisible comme ça sur le site, on peut la retrouver en lavant et en tamisant ces sédiments. Ce que je dessine, c'est suivant ce que les spécialistes vont dire, si c'est du ptérosaure, du mammifère, quel genre de mammifère. Et à partir de ce moment-là, je vais un petit peu étudier déjà les publications qui ont été faites avant sur ce genre de mammifère. Et puis voilà, ça me permet de faire des reconstitutions, à la fois pour les panneaux et puis peut-être pour de nouvelles histoires. Mazan, c'est l'artiste. Mazan, c'est un garçon qui s'est passionné rapidement sur le site, qui s'est investi lors de toutes les campagnes et qui a sorti ces 2 mimos. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Tous les dessins qu'il fait sont fidèles à ce que l'on trouve. Donc il y a même une évolution dans sa façon de dessiner puisqu'on trouve de plus en plus de matériel, donc on sait à peu près comment est formé notre dinosaure. Et donc ces croquis sont de plus en plus fidèles à ce que l'on pense nous, quoi. Pierre m'a demandé un certain nombre d'informations. Je sais que les premières reconstitutions du paysage, c'était systématiquement avec le fameux Araucaria araucana, donc le désespoir des singes, qui était en arrière-plan, comme on le voit pour tous les paysages du Crétacé inférieur, qui n'est pas forcément... On a aussi pas mal évolué sur quel était le paysage, donc maintenant on est plutôt d'accord sur un marécage côtier avec une végétation quand même relativement fermée. On est là pour l'aiguiller, lui donner des conseils sur le type d'animaux qu'on peut voir en arrière-plan, etc. Donc beaucoup d'échanges sur comment il peut intégrer des animaux dans ses décors et de quelle manière. Il arrive à bien reconstituer ses écosystèmes. C'est super important parce que quand on voit un bout d'os pour le public, même une fois qu'il est préparé, quand on leur montre, il faut quand même être spécialiste pour pouvoir le replacer quelque part sur l'animal. Donc c'est vraiment bien en fait d'avoir ces illustrations pour dire bon ben voilà, l'os qu'on a là en fait c'est cette bête là, c'est ça qui va parler aux gens. Tiens, à nettoyer. C'est quoi ça? Pour voir si c'est du stégo. Mais c'est un os? Oui, c'est une vertèbre. C'est la première fois qu'on en voit un comme ça. Et ben donc ça veut dire qu'on trouve du stégo en C4. Les premiers que tu as trouvés, on les a trouvés en C3, C3, ouais. C3, C4. Et là on est dans le C2, donc ça veut dire qu'il est exposé lui aussi dans tous les niveaux. Nos zones de fouilles qui sont en fond de terrain là-bas, elles sont toujours aussi riches. On a retrouvé des vertèbres d'un animal qu'on a en très petite quantité, le stégosaure. Donc là, on se prête à rêver qu'on va peut-être tomber sur une plaque ou une épine pour venir couronner ça. Stégosaures, c'est les grands dinosaures à plaques, donc qui ont des plaques qui sont alternées sur le dos, juste au-dessus de la colonne vertébrale, et qui ont aussi des plaques ou des épines sur le bout de la queue ou au niveau des épaules. Donc des pièces assez extraordinaires qui ressemblent à des espèces de grandes cornes, mais qui sont en fait des grandes épines. Donc là, on a quelques éléments qui nous disent que l'animal était là, et les pièces qu'on a trouvées pour l'instant ce ne sont que des vertèbres, mais il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas un os long ou ces plaques, ce qui serait vraiment bien sympa.
On a énormément de morceaux de sauropodes disloqués. Donc là, Doumé est en train de regarder et de se dire que la saison de préparation va être très très longue parce qu'il va falloir tout rabouter petit à petit. Je prépare tous les os d'Anjac l'hiver. Ceux que je prépare l'hiver, c'est ceux qui vont être dûment cotés avec la station laser, numérotés, emballés, conditionnés, mais conditionnés pour aller à la préparation. Et ça demande des préparations longues. La partie la plus spectaculaire des recherches se passe sur le terrain. Lorsque l'on voit, on parle de fouilles paléontologiques, on voit tout de suite le chercheur avec son marteau ou son couteau à huître en train de dégager les ossements. Mais en fait, ça, c'est juste la première étape d'un long processus. On n'est pas juste là pour prendre des os de dinosaures et de les ramener au musée. On est là pour comprendre un écosystème complet. Et donc on doit travailler à la fois sur les os, on doit travailler aussi sur la roche qui contient ces os, donc sur la sédimentologie. Et on doit essayer de comprendre l'ampleur du phénomène, donc de borner le site. Une fois ces fouilles terminées, à la fin de l'été, ces ossements vont être traités, restaurés et vont pouvoir être étudiés. Et la phase d'étude est extrêmement longue. Les tâches vont être diverses pour tout le monde. Donc il y a Doumé qui va s'occuper de la préparation de quasiment l'intégralité du spécimen, des spécimens trouvés pendant l'année. Donc là, c'est vraiment, ça lui prend un an pile poil. Moi, après, en tant que scientifique, je vais repasser derrière Doumé pour réinventorier tous les spécimens. À côté de ça, j'essaye moi de poursuivre l'étude proprement scientifique. Et pour ça, j'ai tout un tas de personnes qui vont m'aider. Les gens ne voient pas ça. Les gens, ils voient souvent le terrain. Et après, ils pensent que 3 jours après, ils vont avoir le squelette reconstitué, mais non, c'est pas comme ça, quoi. Donc tout le travail de prise de données, que ça soit la 3D, la photo, l'illustration, tout ça prend un temps colossal. Les ossements appartiennent aux propriétaires des terrains. Et ces ossements sont donnés par les propriétaires des terrains au musée d'Angoulême, où ils deviennent collection nationale et sont répertoriés collection des musées de France, c'est-à-dire qu'ils sont protégés juridiquement de toute atteinte à leur intégrité. Ce qui nous anime, c'est presque un devoir citoyen, quoi. C'est le bonheur d'être avec ce monde scientifique, avec Jean-François Tournepiche, que j'estime profondément, et puis que ça permette aussi à tous ces jeunes qui viennent, tous ces visiteurs, ça c'est une récompense, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour l'instant, tout est en cours de restauration, d'études. Un projet se construit où on pourra voir en permanence ces ossements, mais vous savez que c'est un problème difficile. On a construit un musée, on fait un programme muséographique pour présenter un certain nombre de pièces, et si du jour au lendemain, vous avez des tonnes d'ossements géants qui arrivent, c'est très difficile de modifier le musée en conséquence, comme ça, du jour au lendemain. Donc tout ça demande du temps et de la réflexion. My feet so whole, don't know the reason. Maybe cause no, my earth is cold. Inside I'm an stone. Chaque année, on a un animal qui est favori par rapport aux autres. Donc là, cette année, ça va vraiment être le sauropode, avec la découverte d'un gigantesque sacrum, donc un morceau de bassin très important. Les sauropodes, c'est les grands dinosaures herbivores qui frappent l'imagination de tout le monde. C'est le Diplodocus pour le plus connu, mais il y en a plus de 200 autres espèces qui ont été décrites. Et celui d'Anjac va figurer dans le palmarès des plus gros, ou du moins des plus massifs, puisqu'on a des fémurs qui font 2,20 m, mais qui sont surtout très très étonnants, parce que l'os n'est pas svelte, l'os est vraiment massif. Les pieds, les éléments de la main sont aussi très très gros. À titre d'exemple, le premier métatarsien au niveau du pied de notre animal est 2 fois plus gros que celui du Diplodocus. Le Diplodocus fait déjà près de 25 à 30 mètres. On a des éléments de crâne aussi de cet animal. Donc là, on sait que notre animal est relativement primitif, puisqu'il a encore des dents qui sont bien formées. Ce ne sont pas des petites dents qui servent de peigne. Là, c'est des dents plus ou moins en forme de spatule. Et donc ces animaux devaient arracher des branchages pour se nourrir de conifères dans le coin. Il y a les questions scientifiques qui se posent. Et puis à côté de ça, oui, il y a tout ce qui est logistique. Donc quand on trouve des os qui font plus de 2 mètres de long, ou qu'on doit les sortir dans des plâtres qui vont faire près de 1 mètre cube, il faut s'interroger sur la façon dont on va faire, parce que 1 mètre cube d'argile, ça représente, au dire des carriers, près de 2,5 tonnes. Donc là, heureusement, on a la possibilité d'avoir de l'aide de la part des carriers qui ont tous les engins pour nous aider. Mais même avec l'aide des engins, il faut vraiment qu'on assure la sécurité de la pièce.
Donc il va falloir qu'on fasse un coffrage en bois autour de la pièce pour bien la maintenir. Il va falloir qu'on fasse un plâtre gigantesque, donc ça déjà ça va prendre beaucoup de temps à préparer. Après on va essayer de couper notre argile avec un fil, type fil à couper le beurre, en prenant un petit filin de 5 mm. Une fois que la pièce est préparée, les engins n'auront plus qu'à les soulever. C'est pas le plus compliqué. Mêler à la fois ces deux passions, la paléontologie et le dessin, c'est un vrai bonheur, quoi. Ça, je ne laisserai pas passer ça. Quand on nous pose la question pour combien de temps on pense fouiller ici, on dit au minimum 10 ans pour nous, et peut-être 30 ans, voire beaucoup plus, pour d'autres fouilleurs, d'autres générations de fouilleurs. Le but n'est pas de fouiller pendant des décennies et des décennies. Le but est de comprendre le site dans le contexte scientifique actuel, mais de garder en réserve paléontologique une grande partie de ce site pour pouvoir, dans les générations à venir, continuer à faire des recherches. On sait bien que dans 50 ans, il y aura d'autres questions sur les dinosaures. Il y aura aussi d'autres méthodes d'investigation que celles que l'on a actuellement. Et ce serait dommage pour les générations à venir de ne plus avoir de site à dinosaures pour tester les nouvelles méthodes et les nouvelles recherches.